Notre grand entretien, nous recevons ce soir l'économiste Julia Cagé. Elle vient de publier un livre sur l'économie des médias et sur la nuisance des actionnaires et des grands propriétaires qui interfèrent dans les contenus. Ça s'appelle L'information est un bien public et son objectif est notamment d'interpeller les futurs candidats à la présidentielle. Julia Cagé s'est par exemple engagée dans le dossier Science et Vie. Le magazine a été racheté. Ses salariés considèrent que l'actionnaire a vidé le contenu de sa substance. Beaucoup ont claqué la porte. On en parle avec notre invité juste après le reportage de Fabien Recker. Quand Hervé Poirier feuillette un numéro de Science et Vie, c'est avec des sentiments contradictoires. Un peu d'amertume, un peu de tristesse et beaucoup de très bons souvenirs. Ce journaliste scientifique a travaillé 21 ans à Science et Vie, jusqu'à en devenir le directeur de la rédaction. Avant de claquer la porte, en désaccord avec le nouvel actionnaire Reworld, Hervé ne reconnaît plus son ancien journal. L'exemple le plus frappant dans le numéro daté avril est sans doute ce public communiqué où le principal producteur d'anti-inflammatoires fait un plagiat d'articles en s'appuyant sur des scientifiques qu'il a lui-même payés pour dire tout le bien qu'il y aurait à consommer de plus en plus d'anti-inflammatoires. Donc cette page-là est clairement, à mon époque, quand j'étais directeur de la rédaction, n'aurait pas pu passer comme ça. Hervé Poirier avait pourtant cru en ce nouvel actionnaire, spécialiste de la transition numérique. Mais 2 décisions successives de sa hiérarchie l'ont fait déchanter brutalement. Ils m'ont annoncé que la rédaction de Science et Vie perdait le contrôle de la production éditoriale du site, chose qui était inacceptable pour moi. C'est-à-dire que c'était plus la rédaction qui allait produire des informations sur le site. La site est quand même de Science et Vie était la vitrine de l'ensemble de cette marque de presse. Deuxième point, c'était les moyens. Il reniait les moyens qu'il s'était engagé à donner. Or, faire un magazine scientifique, raconter des histoires émouvantes, pétries par le réel, pétries par la rencontre avec 100, 150 chercheurs. Pas chaque mois, c'était ce défi-là. Interroger 150 chercheurs. Donc il fallait des moyens et ces moyens n'étaient plus à notre disposition et il les coupait. Au départ d'Hervé Poirier a succédé celui de la directrice adjointe de la rédaction. Après des semaines de lutte, ce sont finalement 9 autres journalistes qui démissionnent collectivement. Si le journal continue malgré tout d'être fabriqué par des journalistes professionnels, ce n'est plus le cas du site internet de Science et Vie. On ne veut pas les payer en salaire, comme des journalistes rémunérés à la pige salariale. On les paye comme auto-entrepreneurs, prestataires de services. Il y a peut-être quelques embauches comme chargés de contenu web, responsables d'audience. Mais tout ça, c'est une logique d'audience orientée vers la publicité. Et ce n'est pas du tout une logique d'information. Grazia, Science et Vie, AutoPlus, autant de titres rachetés par Reworld au groupe Mondadori qui verraient leur rédaction menacée, selon ce syndicaliste. Comme toutes les entreprises de presse, Reworld bénéficie pourtant d'une aide indirecte de l'État, via des tarifs postaux préférentiels pour livrer ses abonnés ou un taux de TVA super réduit. De quoi inciter le gouvernement à repenser le système des aides, comme le préconise le sénateur Michel Laugier, rapporteur pour la presse, lors de l'examen du budget au Sénat. Puisqu'on parle de presse d'information, quand on parle d'information, pour moi, il y a journaliste. Et quand il y a journaliste, il y a aussi une déontologie. Donc c'est pour ça qu'il faut que les choses soient aujourd'hui clarifiées. Par exemple, en fixant une part minimum de la masse salariale dédiée à la rémunération de journalistes, Reworld Media n'a pas répondu à nos questions. Le groupe a réalisé l'an dernier plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Allons plus loin donc dans cet entretien avec Julia Cagé. Bienvenue à vous. Vous êtes économiste, prof à Sciences Po et vous publiez avec l'avocat Benoît Huette « L'information est un bien public ». On vient de voir le cas de Science et Vie que vous connaissez bien. Est-ce que pour vous, il est révélateur d'une tendance inquiétante plus générale dans les médias français ? Oui, il est révélateur d'une double tendance inquiétante. La première, c'est de produire de l'information qui n'en est plus, puisque l'idée, c'est de produire de l'information sans journaliste, que Reworld a vraiment poussé au bout de la logique en remplaçant les journalistes et en l'assumant d'ailleurs, parce qu'ils appellent des managers de contenu. Donc l'idée, c'est finalement d'aller faire du copier-coller d'autres contenus copiés en ligne et d'abandonner toute idée d'information. Donc Reworld, ça pousse vraiment ça à l'extrême. Mais l'autre tendance vraiment inquiétante, c'est la tendance à l'externalisation. Et notamment à l'externalisation de tout un ensemble de fonctions, alors qu'on voudrait nous présenter comme des fonctions support, mais qui sont en fait des fonctions indispensables, notamment pour le
fait de faire un journal, que ce soit sur un site internet ou un journal papier. On l'a vu récemment, par exemple, aux Inrocks, mais il y a plein d'autres exemples dans l'actualité récente où vous allez prendre les maquettistes, prendre tous ceux qui sont chargés de faire la correction, la mise en forme, et vous allez externaliser ces fonctions et ne garder finalement qu'une masse salariale extrêmement réduite. Pourquoi ? Pour réduire les coûts. Donc c'est une tendance à faire de l'information low cost. Le problème, c'est que c'est finalement rentable sur le court terme pour les actionnaires, puisque en fait ils vont gagner sur le court terme autant d'argent en dépensant beaucoup moins, mais ça a un coût immense, pour les journalistes, il faut quand même pas et tous les salariés des médias, parce que c'est un immense gâchis de talent, puis surtout pour nous citoyens, parce que de ce fait on est beaucoup moins informés. Et c'est pour ça qu'avec Benoît Huet, on voulait écrire ce livre pour poser un certain nombre de principes, parce que ce qui nous semble urgent et nécessaire, c'est que le régulateur en fait intervienne ici pour rappeler un certain nombre d'évidences, et je pense que la première de ces évidences, c'est qu'on ne peut pas faire d'information sans journaliste. On viendra peut-être aux solutions dans un instant. D'abord, cette information qu'on a apprise dans l'après-midi, l'autorité de la concurrence vient d'autoriser sans condition le rachat des magazines Prisma par Vivendi. Alors ça fait info, écho très loin de nous, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? En fait, ça va être très près de nous. Donc les magazines du groupe Prisma, ça va faire un des premiers pôles magazines en France. C'est des centaines c'est des dizaines de magazines et c'est des centaines d'emplois de journalistes. Ça a été racheté par Vivendi, dont l'actionnaire principal est Vincent Bolloré. Ça inquiète un peu quand on voit le comportement de Vincent Bolloré, actionnaire, dans les autres médias dont il a le contrôle finalement aujourd'hui à travers Vivendi, qu'il s'agisse de C8, qu'il s'agisse de Canal+, où à Canal+, on a vu au cours des derniers mois un certain nombre de licenciements de journalistes pour avoir eu le malheur de faire des sketchs qui déplaisaient à l'actionnaire, ou de soutenir l'humoriste qui avait fait ces sketchs. À Canal+, il y a également eu le recours à la censure dès 2015. Il y a eu la mise à genoux de la chaîne d'information qui était iTélé pour la transformer en CNews, qui est à la fois... Alors CNews, c'est vraiment le modèle aujourd'hui de l'information low cost, plus de l'information qui devient de l'information très politique, très politisée, où vous faites du clash tendance extrême droite pour multiplier l'audience au détriment justement de la qualité du débat démocratique. Est-ce qu'il y a des intentions politiques derrière ces propriétaires, derrière ces actionnaires ? Alors, on ne peut pas mettre tous les actionnaires dans le même sac. Derrière les intentions d'un certain nombre d'entre eux, c'est évident. Et derrière celle de Vincent Bolloré, si vous étudiez l'évolution de la programmation et de la ligne éditoriale de CNews, simplement en regardant à la fois les invités et en regardant aussi finalement de l'analyse de contenu, des thèmes qui sont traités en plateau jour après jour, on voit une évolution très droitière, voire extrême droitière de la ligne de CNews. Et cette évolution, elle a commencé après le rachat de la chaîne par Vincent Bolloré. Alors comment on lutte ? Je vois que vous proposez une loi de démocratisation de l'information. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est une proposition sérieuse que vous faites, par exemple, au candidat à la présidentielle ? Oui, au candidat à la présidentielle ou au gouvernement actuel. Ou au législateur. On en a discuté avec Benoît Huet, avec la ministre Roselyne Bachelot. Ça serait très bien si c'était pour les candidats à la présidentielle, mais vous venez de mentionner Prisma, ça va se jouer dans les prochains mois. Il y a la problématique Europe 1, Paris Match, le JDD, ça va être dans les prochains mois. M6, RTL, sans doute avant la présidentielle. Donc en fait, ça serait bien que le régulateur se saisisse du sujet avant la fin de cette année. Nous, qu'est-ce qu'on dit dans le livre ? On dit, pour pouvoir toucher des aides à la presse, ou pour que des radios et des télévisions aient accès à des fréquences audiovisuelles, il faut que ces médias respectent un certain nombre de règles, et ces règles visent à garantir l'indépendance du travail journalistique. La première de ces règles, c'est une gouvernance démocratique des médias. On pense que les journalistes, ce sont les meilleurs garants de l'indépendance de l'information, et donc on propose que dans tous les conseils d'administration ou les organes de gouvernance des médias d'information, il y ait une moitié de salariés, dont 2/3 de journalistes. La deuxième chose, c'est qu'on propose que le directeur ou la directrice de la rédaction soit validé à au moins 60% par les journalistes. Ce n'est pas des pratiques qu'on a tirées de notre chapeau, c'est des pratiques qui existent dans énormément de médias. La validation du choix du directeur de la rédaction, on a ça dans des médias aussi divers que Le Monde, Les Échos, Libération également. Et puis un point fondamental, puisque là on évoquait Prisma ou d'autres médias qui vont changer de main, on propose la mise en place d'un droit d'agrément. C'est quoi un droit d'agrément ? Un droit d'agrément, déjà c'est quelque chose qui est dans la loi en France depuis 1944, mais qui a été
été très mal écrit. C'est quelque chose qu'ont obtenu en 2019 les journalistes et les lecteurs du Monde. Ça permet à l'organe de gouvernance d'un média qui inclut typiquement au Monde les journalistes, les lecteurs, les représentants de salariés, de pouvoir se prononcer en cas d'entrée d'un nouvel actionnaire. Et si les journalistes, les salariés s'opposent à l'entrée de ce nouvel actionnaire, ils ont un certain temps, donc 3 mois en l'occurrence dans le cas du Monde, pour proposer un actionnaire alternatif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Dans le cas de Prisma, par exemple, ce qu'on voit, mais ce qu'on avait vu d'ailleurs dans le cas du rachat de Sciences & Vie et des autres titres de Mondadori par Reworld, c'est qu'il y avait une opposition très forte des salariés à ce rachat. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient les pratiques de ces actionnaires dans les autres titres qu'ils possédaient précédemment. Ils ne voulaient pas que ces pratiques s'appliquent à eux. Et malheureusement, ils n'ont pas eu leur mot à dire. Mais pardonnez-moi, est-ce que ces pratiques n'arrivent pas aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on n'arrive pas déjà trop tard ? Est-ce que les chaînes infos ne sont pas embarquées aussi par des buzz qui arrivent sur les réseaux sociaux ou même des informations qui arrivent d'abord sur les réseaux sociaux et ils sont un peu à la traîne, donc ils se dépêchent. Mais c'est pas le travail d'un journaliste. Ça, c'est vrai. Quand vous étudiez aujourd'hui le contenu des médias, on va dire traditionnels, on voit l'influence très forte qu'ont les réseaux sociaux sur la ligne éditoriale de ces médias traditionnels. C'est un mais peu ils sont même accusés d'être à la traîne. Twitter était le rédacteur en chef des médias traditionnels. Le problème, c'est qu'on demande aux médias d'information de nous informer. Quand vous avez une fréquence audiovisuelle, je veux dire le fait d'être sur la 13, le fait d'être sur le canal numéro 15, numéro 16, simplement le fait d'être sur le canal numéro 15 ou numéro 20, simplement ce fait-là, on sait que ça a une influence directe sur l'audience que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, c'est de ça dont souffre aujourd'hui la chaîne France Info TV, c'est qu'en fait, ils sont très très mal numérotés sur la TNT. Donc quand vous donnez à une chaîne le numéro 15 ou numéro 16, vous lui donnez un bien public. Il n'y en a pas une infinité, finalement, de canaux pour des chaînes. Vous lui donnez ce bien public. Pourquoi on le donne à une chaîne ? Pourquoi il y a des conventions avec le CSA ? Parce qu'on considère que c'est un bien rare et que ce bien rare est nécessaire pour l'information des citoyens. Donc, ces chaînes d'information ont une responsabilité. Les réseaux sociaux, c'est un outil d'information, certes, c'est un outil de loisir, c'est un outil d'échange, c'est un outil de communication. Les chaînes d'information, elles doivent se détacher, finalement, de ces buzz pour nous informer. C'est mal faire leur travail finalement de s'accrocher à ces buzz-là. Mais ce qu'il faut quand même souligner, c'est que la plupart des journalistes, des salariés d'ailleurs, qui travaillent pour ces chaînes d'information, ils n'ont pas du tout envie, eux, de lire Twitter tous les matins pour décider l'après-midi ce qu'ils vont mettre dans leur journal. Ils ont envie de faire de l'information de qualité. Et c'est plutôt les actionnaires qui, en voulant réduire les coûts, qui licencient des journalistes. Ou faire de l'argent, avoir des revenus publicitaires. Ah oui, mais réduire les coûts, et en vouloir faire de l'argent en ayant plus d'audience, donc plus de revenus publicitaires, pousse finalement vers cette dégradation de la qualité de l'information. Mais il ne faut pas accuser les réseaux sociaux. Il faut accuser le fait qu'on est en train de courir derrière les réseaux sociaux, alors que ce n'est pas la bonne manière de produire de l'information. Vous ne travaillez pas seulement sur les médias, vous travaillez aussi sur les questions de représentativité démocratique. C'est l'objet d'ailleurs d'un livre que vous avez publié en 2018, Le prix de la démocratie. Et là aussi, vous dites que l'argent privé emprisonne la démocratie. Vous y faites 2 propositions fortes, que les citoyens s'impliquent dans le financement du parti de leur choix, ce qui permettrait au parti de ne plus dépendre entièrement des grosses fortunes, et qu'un tiers de l'Assemblée nationale soit élu à la proportionnelle avec au moins une moitié d'employés et d'ouvriers. C'est assez révolutionnaire, non ? Oui, ça ferait beaucoup de bien au débat démocratique. Sur la proposition du financement des partis politiques, il faut savoir aujourd'hui que vous avez deux grosses moitiés de financement des partis politiques. Vous avez un financement direct des partis politiques en fonction de leurs résultats aux dernières élections législatives, et vous avez un financement qu'on oublie souvent, qui est un financement indirect, qui passe par les réductions d'impôts associées aux dons aux partis politiques. Aujourd'hui, en France, si vous avez beaucoup d'argent et que vous donnez 7 500 € à un parti politique, l'État, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, paie 5 000 € à votre place, et le coût net pour vous n'est que de 2 500 €. Si vous êtes un Français modeste, que vous ne donnerez pas 7 500 €, vous n'avez pas les moyens de le faire, mais vous donnez 300 € à un parti politique, le coût pour vous va être de 300 €, parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous devez payer plein pot. Donc on a ce système qui fait qu'on marche complètement sur la tête. On a mis en place un système en France de financement de la vie politique dans lequel les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Donc moi, ce que je propose, c'est de réégaliser ça, de reprendre ces montants d'argent public, de les séparer en nombre de citoyens, de donner à chaque citoyen ce que j'ai appelé un bon pour l'égalité démocratique. Ça, on pourrait l'appeler différemment, mais la même somme d'argent public à chaque citoyen pour financer les mouvements politiques de son choix. Ça, c'est
première réforme nécessaire pour recréer finalement de l'égalité face au financement de la démocratie et que la démocratie ne soit plus ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 1 euro, une voix, qu'on en revienne aux fondamentaux, une personne, une voix. Et puis le deuxième fondamental aujourd'hui à repenser dans notre débat démocratique, c'est le fait qu'on n'a pas du tout des parlementaires à l'image des Français. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez moins de 2% d'employés et d'ouvriers. Les employés et les ouvriers, c'est toujours 50% aujourd'hui des citoyens français. Donc ils sont pas du tout représentés. Comment on a fait pour les femmes ? Pour les femmes, on a changé la loi et on a instauré la parité. Et si on n'avait pas instauré la parité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui, déjà les femmes sont loin d'être représentées à moitié, mais on en serait encore extrêmement loin aujourd'hui. Pour ce que j'appelle la parité sociale, il faut faire la même chose, il faut prendre le problème à bras-le-corps et faire en sorte de changer les règles pour garantir une parité entre la représentation des catégories populaires et la représentation des plus favorisés. Vous êtes publiquement engagé à gauche, vous étiez dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon en 2017 et vous avez signé récemment une tribune appelant à l'union des gauches, à l'union du camp écologiste et social en 2022, je crois que c'était dans Libération. Vous y croyez vraiment à cette union des gauches ? On ne peut pas faire autrement. Donc, est-ce que j'y crois ? Il faut être follement optimiste pour y croire aujourd'hui parce que c'est extrêmement mal engagé. C'est mal engagé pas à cause des citoyens. Les citoyens, dans leur grande majorité, les citoyens qui votent à gauche, veulent cette union de la gauche. C'est mal engagé à cause de nos politiques qui, eux, se refusent à la faire. Donc, je pense qu'il faut une pression citoyenne de plus en plus forte, de plus en plus importante pour obliger finalement tout le spectre de la gauche à aller à une primaire ensemble et à n'avoir qu'un candidat unique. Vous regardez sondage après sondage. Les sondages les plus négatifs pour la gauche vont donner la gauche au premier tour, assemblée, en faisant la somme aujourd'hui de tous les candidats qui vont se présenter, autour de 25-26%. Les sondages les plus optimistes, autour de 32-33%. Ce qui veut dire qu'en fait, la gauche a toutes les chances de se qualifier pour le second tour avec un candidat unique, mais avec des candidatures multiples, vous avez 9, 10, 10. Donc voilà, vous avez 3 candidats. Alors peut-être qu'il y en aura un qui au final fera un peu la course en avant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu en 2017, parce que vous avez une coordination des électeurs et qu'à un moment donné, si tout le monde voit Benoît Hamon chuter dans les sondages, il y a une rationalité à aller voter au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon. Vous seriez prête à suivre Jean-Luc Mélenchon si c'était lui qui était désigné ? Vous voteriez Jean-Luc Mélenchon ? Oui, Yannick Jadot aussi ? Oui, moi je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une alternance politique en France. Là, les seules possibilités qu'on a, c'est soit La République En Marche, qui a montré dans ses pratiques de politique économique, mais également de politique sécuritaire, de politique sur les questions migratoires, que c'était un parti de droite. On a ce choix aujourd'hui entre la droite ou l'extrême droite. Je pense qu'il faut changer de politique économique, il faut changer de politique sociale, et pour ça, la seule solution, c'est d'avoir une alternance avec la gauche. Et donc, le candidat de gauche, et si c'est Jean-Luc Mélenchon, ça sera Jean-Luc Mélenchon, qui remportera la primaire, je serai la première à le suivre. Voter pour lui. Une gauche française qui est très remuée par le nouveau président américain, secouée dans le bon sens, et même très agréablement surprise par les premières mesures. La nuit dernière, devant le Congrès, Joe Biden a détaillé sa politique fiscale et sociale, complètement tournée vers les classes moyennes. Ça va tanguer pour les millionnaires et les multinationales. On l'écoute un instant et je vous fais réagir après. Je n'imposerai aucune augmentation d'impôts aux personnes gagnant moins de 400 000 $. Mais il est temps que les entreprises américaines et que les 1% d'Américains les plus riches commencent à payer leur juste part. Alors, vous êtes économiste, Julia Cagé, vous êtes donc de gauche, on l'a bien compris. Vous applaudissez des deux mains, vous faites partie de ceux qui disent « gloire à Biden ». Écoutez, Biden, depuis qu'il est arrivé au pouvoir aux États-Unis, toutes les mesures qu'il a mises en œuvre vont dans le bon sens. D'ailleurs, c'est amusant finalement de faire le parallèle avec la primaire en France. Si j'avais été citoyenne états-unienne et que j'avais voté à la primaire aux États-Unis, j'aurais pas voté pour Joe Biden, j'aurais plutôt voté pour une Elizabeth Warren. Justement parce que sur toutes les questions économiques, elle voulait plus de redistribution, moins d'inégalités, plus de relance, une taxation des sociétés beaucoup plus forte, etc. Mais Biden ayant gagné cette primaire, ensuite j'aurais voté pour Joe Biden. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que finalement, aujourd'hui, Biden, la politique économique qu'il met en œuvre est beaucoup plus proche de l'aile gauche du Parti démocrate
que des positions qu'il poussait lui-même pendant sa campagne. Donc ça montre finalement qu'ensemble on est plus intelligent, que de faire converger finalement les différentes opinions, ça rend aussi beaucoup plus forte. Et là, c'est vrai qu'on ne peut qu'applaudir les différentes mesures qui ont été annoncées par Joe Biden. Ensuite, il faut être prudent. Il y a un peu de politique et un peu de communication derrière tout ça, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de mesures qui seront potentiellement extrêmement difficiles à faire passer. Mais en tout cas, tout ce qu'il dit sur le fond de ce qu'il dit, et notamment par exemple toute la nouvelle politique familiale qui sera financée en partie par une taxation des surprofits, des dividendes, une taxation beaucoup plus forte aussi au niveau... Alors vous dites les millionnaires ou les milliardaires n'ont qu'à bien se tenir. Ils se tiennent très bien. Hein. Et si vous regardez la progression de leur fortune au cours des dernières années, ça a plutôt bondi, et y compris d'ailleurs pendant le Covid, qui a été un facteur d'aggravation des inégalités, que ça ne s'est ralenti. Mais au moins, ils devront mettre la main à la poche pour contribuer à cet effort, et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Donc si la France, et l'Europe d'ailleurs de ce point de vue-là, pouvaient éviter d'être trop longtemps à la traîne des États-Unis, ça serait une excellente chose. À la traîne des États-Unis, en un mot, est-ce que c'est pas Biden qui s'inspire plutôt du modèle social européen ? Alors, sur les questions, par exemple, des crèches, etc., du congé maternité, oui. Mais ce qu'il est en train de dire sur l'impôt sur les sociétés et le fait de remonter le taux d'impôt sur les sociétés, et puis de dire aux entreprises états-uniennes, vous allez vous localiser en Irlande pour payer moins d'impôts, très bien, mais vous allez payer la différence aux États-Unis. C'est quelque chose que l'Europe aurait dû faire depuis des années. Et là, ce qu'on voit plutôt, c'est que ceux qui poussaient cette mesure en Europe se raccrochent à l'exemple de Biden pour essayer de la pousser politiquement. Donc il y a des allers-retours. De toute façon, il faut toujours apprendre les uns des autres. Et là, Biden est quand même en train de nous donner quelques belles leçons de politique. Merci Julia Cagé d'avoir été notre invitée ce soir dans l'entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, coécrit avec Benoît Huet. L'information est un bien public, refonder la propriété des médias. Merci infiniment d'avoir été avec nous.